Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Déjà, je voudrais remercier le Café Numérique de m'avoir invité ce soir. Bon, faut savoir que d'habitude, je parle dans un micro, mais je vois personne devant moi parce que c'est à la radio, donc c'est une première pour moi de parler directement, en tout cas face à face avec autant de gens. Alors, on va commencer simplement, en fait, du moins, je pensais que ce serait simplement. On va commencer par une définition de la sextech. En fait, c'est quoi la sextech? Alors, il faut savoir que j'ai bien galéré à trouver une définition parce que ce soit sur Google ou même dans la littérature, il n'y a pas de définition francophone vraiment du mot sextech. Du coup, je suis allée voir du côté anglo-saxon, et là, pareil, il n'y a pas vraiment de définition officielle, mais tout le monde semble se mettre d'accord sur cette définition. Voilà. Je vais vous laisser lire en anglais, je vous traduis après, je vais vous épargner mon accent anglais. Alors, cette définition, elle a été donnée par Cindy Gallop, qui est en fait la CEO de makelovenotporn.tv. Alors, en fait, c'est un espèce de YouTube pour vidéos sexuelles autoproduites. Vous en entendrez très certainement souvent parler dans le domaine de la sextech, parce qu'elle a été décrite comme pionnière de la sextech par le Guardian notamment. Donc voilà, c'est vraiment une figure très importante dans ce domaine-là. Et donc, sa définition de la sextech, c'est que la sextech concerne tous les aspects de la sexualité humaine qui peuvent être disruptés ou améliorés par la technologie. Bon, c'est pas vraiment beaucoup plus clair ou beaucoup plus précis, je trouve. Alors, cette technologie, justement, elle emmène la sexualité humaine sur un terrain qui est inexploré. Elle transforme la façon dont nous exprimons l'amour et l'intimité. Elle détient un énorme potentiel pour des connexions émotionnelles et physiques plus profondes. Et surtout, c'est particulièrement intéressant pour ceux qui font face à des défis sexuels en raison de la distance, de la discrimination, du handicap ou encore de la solitude. Mais pas que, évidemment, c'est un domaine qui est ouvert à tout le monde. Mais ça peut être particulièrement intéressant pour des personnes dans ces situations-là. Alors, pour essayer de définir, d'aller encore un peu plus loin dans la définition de la sextech, je me suis basée sur Future of Sex, qui est un site qui a fait un rapport, en fait, et qui a défini la sextech dans 5 grands domaines. Alors, le premier domaine, c'est le sexe à distance. Donc, c'est le sexe entre 2 personnes ou plus, quand ces personnes ne sont pas au même endroit, mais elles sont connectées via Internet. Donc, c'est très souvent via des objets connectés qui sont en rapport les uns avec les autres. Il y a plusieurs types d'objets. Je pense qu'une de mes collègues viendra en parler. On peut déjà les voir ici, mais je vais déjà faire un petit état des lieux. Alors, il y a les jouets télépilotables. Alors, il y a soit ils sont télépilotables par télécommande, donc il faut quand même, il faut respecter une certaine distance, évidemment, ou alors via application, et là, il n'y a plus vraiment de notion de distance, on peut l'utiliser à l'autre bout du monde, et ça fonctionne. Et puis, il y a les télédildonics. Alors là, ce sont justement des objets qui sont connectés les uns avec les autres. Il y a les godemichés et les sex-sleeves, donc là, le sex-sleeve étant la partie masculine des 2 objets. Et puis, il y a une espèce de petit device qu'on voit ici en bas qui est pour faire s'embrasser à distance, en fait. Donc, c'est un espèce de petits devices en caoutchouc. Et donc, on peut embrasser et c'est tactile. Et donc, on peut sentir la langue de l'autre à travers la paroi. Il y a aussi des oreillers connectés. Alors, on est plus ici dans le domaine de l'intimité où on peut ressentir le battement du cœur de la personne avec qui on est connecté via le bracelet. Et alors, il y a un espèce de petit vibreur qu'on place en dessous de l'oreiller. Donc, c'est vraiment pour avoir l'impression qu'on ne dort pas seul, même si on est seul. Et puis, un peu plus avancé, des combinaisons corporelles VR. Il y a notamment Tesla qui en a sorti une. Là, c'est vraiment, on porte cette combinaison et on ressent vraiment la pression en fait de l'autre personne. Donc, c'est vraiment tout le corps est vraiment accessible via cette combinaison. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre par rapport au sexe à distance? On aura justement du sexe à plus longue distance, plus attrayant, plus réaliste, émotionnellement plus fort. On pourra aussi avoir des travailleurs du sexe à distance, c'est déjà parfois le cas, donc vraiment, par exemple, via des sites de webcam ou ce genre de choses, où vraiment on pourra interagir directement via ces objets connectés avec des personnes à distance. Et puis, ça c'est un peu plus loin dans le futur, mais c'est en prévision, des amants holographiques, donc où vraiment on pourra interagir avec des hologrammes taille réelle, et on pourra vraiment toucher, pareil, un peu le même concept que la combinaison, mais en version hologramme. Alors ici, les prévisions de Future of Sex disent donc qu'en 2025, on pourra imprimer des parties du corps de son amant ou de son amante
et avoir un feedback du toucher. Donc vraiment, on pourra avoir les parties intimes de la personne qu'on a envie d'avoir. Et puis en 2028, ils disent qu'un quart des jeunes gens auront une expérience de sexe à longue distance. Alors, la deuxième partie, enfin la deuxième des cinquièmes, c'est le sexe virtuel. Donc, c'est lorsque des gens se connectent à travers des appareils de communication et partagent du contenu sexuel. Donc, ça peut être via le téléphone, ça peut être via un ordinateur, ça peut être des messages, ça peut être des conversations audio, des conversations vidéo, etc. Et alors, il y a un domaine qui est particulièrement en train de se développer par rapport à ça. Ce sont les mondes virtuels où on peut interagir en tant qu'avatar. Alors, il y a notamment, donc, comme monde virtuel adulte, il y a Red Light Center et 3DX Chat. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment être ou transformer son partenaire sexuel en ce qu'on veut. On peut être un homme, on peut être une femme, on peut avoir des énormes seins, avoir un énorme pénis. Enfin, je veux dire, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, ça peut vraiment aller dans tous les sens. On peut également rencontrer de vraies personnes en temps réel, parce que ces avatars sont reliés à une personne physique, derrière un ordinateur. On peut participer à des soirées virtuelles également. Et puis, ce qui est intéressant, c'est pour les gens qui pourraient être particulièrement isolés ou de par leur religion, leur éducation, ont vraiment des tabous et n'osent pas vraiment explorer leurs fantasmes dans la réalité, on peut imaginer qu'ils puissent aller dans ces mondes virtuels, justement, et aller explorer des choses qu'ils n'oseraient pas explorer dans la réalité, et peut-être, justement, être plus épanouis et avancer vraiment dans leur sexualité par rapport à ça. Alors, à quoi peut-on s'attendre avec ça? Justement, avec les mondes virtuels, si on y intègre les jouets sexuels à distance et la réalité virtuelle, là, on est vraiment dans une immersion totale avec un amant ou une amante virtuelle. Et il y a vraiment cette disparition de la limite entre le sexe réel et le sexe virtuel. Ça va vraiment se fondre. Alors, selon toujours les prédictions de Future of Sex, ils disent qu'en d'ici 2022, les premiers rencarts dans les mondes virtuels deviendront populaires. Et que d'ici 2024, les gens pourront être qui ils veulent, avec qui ils veulent, et explorer tous leurs fantasmes, justement, dans ces mondes virtuels. Alors, troisième partie, les robots, particulièrement, évidemment, dans ce cas-ci, les robots sexuels. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est un robot, je pense que tout le monde le sait. Mais alors ici, les robots sexuels vont encore un peu plus loin, vu que ça emmène vraiment sur le terrain du sexe, des émotions et même de l'amour. Alors, une des sociétés la plus connues, que vous connaissez peut-être ou pas, c'est Abyss Création. Donc c'est eux qui ont créé les Real Dolls, qu'on voit ici en bas. Ce sont des espèces de poupées en silicone hyper réalistes, mais qui, en tout cas majoritairement pour l'instant, ne sont pas animées. Donc elles sont, voilà, on dirait un peu un cadavre en fait. Voilà, pour le dire clairement. Alors, par contre, évidemment, ils sont en train de développer toutes ces technologies. Ils ont un projet qui s'appelle Realbotics, qui est en collaboration avec Hanson Robotics, qui est une boîte d'intelligence artificielle, mais qui est assez pointue, donc c'est plutôt bon signe. En tout cas, c'est un gage de qualité qui s'associe à cette boîte-là. Ils sont en train d'essayer de créer des têtes parlantes dotées d'intelligence artificielle qu'on pourrait mettre sur les corps de ces Real Dolls, ce qui permettrait vraiment de donner une personnalité à ce robot, de vraiment pouvoir personnifier encore plus loin ce robot. Et puis, ultimement, faire des corps robotisés qu'on pourrait aussi intégrer dans la réalité virtuelle. À quoi peut-on s'attendre avec cette technologie? Mais justement, on va pouvoir avoir des sexbots thérapeutiques, donc notamment pour les personnes handicapées, par exemple. On va pouvoir également avoir des sexbots adaptatifs qui vont vraiment s'adapter à toutes vos envies, à tous vos besoins, vraiment vous connaître, vous allez pouvoir le configurer, il va apprendre ce que vous aimez tout seul. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis surtout, il va aussi pouvoir vous former et vous apprendre en fait des pratiques sexuelles et vous expliquer. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est pour le futur, hein, c'est pas encore le cas. Et alors, ce que je trouve assez marrant dans ce rapport aussi, c'est qu'il parlait des parties génitales open source à imprimer en 3D. Voilà, c'est quelque chose qui va aussi potentiellement arriver. On va pouvoir trouver sur le web, en open source, des parties génitales à imprimer en 3D pour ceux qui ont des imprimantes 3D ou qui en auront. Voilà, je trouve ça
amusant, intriguant en tout cas. Alors, ce qu'ils disent ici, c'est qu'en 2033, il y aura des stars du porno et des célébrités qui vendront des répliques robotiques d'eux-mêmes. Voilà. Et puis, en 2045, il y aura un jeune sur 10 qui aura déjà eu des relations sexuelles avec un robot. Donc, oui, il y aura quelques personnes dans cette salle, a priori. Enfin, je ne sais pas si on peut dire. Oui, il y a encore des jeunes gens, donc ça va. Alors, les loisirs immersifs. C'est principalement tout ce qui est réalité virtuelle. Donc, a priori, ce qu'on connaît le plus, c'est vraiment mettre le casque et vraiment être immergé complètement dans un monde en 3D. Il y a aussi des cabines de réalité virtuelle où il y a le son, il y a les odeurs, il y a la température qui change, etc., pour avoir encore une expérience plus complète. Alors ici, dans le domaine du sexe, ce qui est le plus connu, c'est la pornographie en réalité virtuelle. Les studios de cinéma pour adultes sont en train de pas mal développer ça pour pallier aux pertes financières liées aux plateformes de streaming gratuites. Ici, ce sont des choses qui sont plus compliquées à réaliser, donc qui peuvent potentiellement rapporter de l'argent. Et il y a également un site qui s'appelle Badwink VR, qui eux ont développé, donc c'est aussi un site porno, mais eux ils ont développé de la thérapie sexuelle en ligne. Ça s'appelle Virtual Sexology, et donc ce sont vraiment des espèces de cours pour apprendre à atteindre l'orgasme plus facilement, faire des exercices Kegel pour les femmes. Enfin, on peut vraiment apprendre tout un tas de choses sur un site porno. Donc je trouve ça intéressant qui propose ce genre de produit, en fait, peut-être pour des gens qui ne consommeraient pas ça autrement, qui vont sur ce site porno et puis qui décident, ah tiens, pourquoi pas lancer ces cours. Et puis, ah oui, l'éducation sexuelle au sens plus large avec la VR, c'est super intéressant. Ils ont notamment fait une expérience sur le consentement, où ce sont des garçons qu'on met dans la peau d'une femme, en réalité virtuelle, et on les confronte à ce que subit une femme, le harcèlement de rue, les problèmes de consentement vraiment sexuel dans le couple ou pas, toutes ces petites subtilités, et le fait de vraiment se retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre, dans ces expériences hyper immersives, aide vraiment les gens en fait, à se rendre compte de ce que c'est. Et la même chose pour l'éducation sexuelle des jeunes filles. Ils font aussi des expériences en réalité virtuelle pour sensibiliser à tout ce qui est IST, à tout ce qui est grossesse non désirée, à tout ce qui est contraception. Enfin voilà. Alors, mais encore une fois, ici, à quoi s'attendre avec ça? C'est vraiment que la réalité virtuelle, en combinaison avec le tactile, va vraiment proposer des expériences de plus en plus immersives, vraiment des expériences complètes qui prennent en compte quasiment tous les sens. Et alors, on dit que d'ici 2020, donc c'est assez proche, hein, les gens utiliseront régulièrement à la fois des objets sexuels connectés et à la fois la réalité virtuelle pour vraiment avoir une expérience plus complète que ce qu'on peut avoir maintenant ou que ce qu'on a l'habitude d'avoir maintenant. Et le dernier point, c'est l'augmentation humaine. Donc c'est le fait, un peu le biohacking, hein, le fait d'utiliser la technologie pour vraiment améliorer le corps et l'apparence, et aussi au niveau sexuel. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va vraiment pouvoir reconsidérer les limites au niveau biologique, au niveau des blessures, au niveau des maladies. Il y a déjà des greffes du pénis et de l'utérus qui ont en fait été réalisées avec succès, donc c'est fonctionnel. Ça a été fait en 2016. On est aussi en train de travailler sur la bioimpression en 3D et l'ingénierie tissulaire, donc pour contrer le manque d'organes. Donc c'est vraiment, on va pouvoir prochainement fabriquer vraiment des organes à partir de tissus créés de façon synthétique. Et puis il y a aussi cette expérience des médecins du Wake Forest Baptist Medical Center qui ont implanté des vagins cultivés en laboratoire, qui sont aussi tout à fait... ça fonctionne, quoi, donc ça se passe maintenant, et qui ont implanté du tissu érectile du pénis sur des lapins, voilà. Et ça aussi, voilà, ce sont des recherches qui sont en train d'être faites. Et donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec tout ça? Il y a le point positif de surmonter les blessures et les dysfonctions sexuelles, évidemment, et puis pour vraiment aller dans tout ce qui est un peu plus... science-fiction, on pourra vraiment personnaliser nos corps pour l'esthétique personnelle et pour le plaisir.
Et vraiment, alors là, c'est encore plus loin, mais c'est aussi des choses qui sont en réflexion, implanter des micropuces et des implants qui seraient connectés à Internet, et donc on deviendrait des espèces de cyborgs sexuels, si on peut dire ça comme ça. Alors, ils disent qu'ici 2027, il y aura des interfaces connectées de cerveau à cerveau via des implants, et les partenaires pourront se stimuler directement pour atteindre l'orgasme de cerveau à cerveau. Et il n'y a pas de date, donc ça on ne sait pas, mais c'est plus un statement, c'est que tout ce qui est fantasme sexuel, un peu science-fiction comme ça, va pouvoir devenir réalité avec toute la technologie, les implants, etc. Alors, the future of sex tech is female. Bon, je pense que déjà dans la salle, il y a déjà pas mal de femmes, plus que d'habitude, on m'a dit. On est un panel de femmes aujourd'hui qui vont parler de sextech. Donc ça, c'est déjà une première évidence. Alors ici, je me basais spécifiquement sur une conférence qu'on donnait, donc Cindy Gallop, qui est le CEO de Make Love Not Porn, et puis qui était accompagnée de Polly Rodriguez, qui est la cofondatrice de Unbound, qui est une société de sextoy, et Janet Lieberman, qui est responsable de la technologie de Dam Products, qui est aussi qui a aussi créé sa ligne de sextoy. Alors, il faut savoir qu'en 2018, il y a plus de startups de sextech dirigées par des femmes que jamais. Donc c'est un milieu qui est quand même essentiellement féminin, en fait. J'ai même lu des témoignages disant que des hommes travaillant dans la sextech, on leur demandait d'intégrer des femmes en fait à leurs équipes et à leur panel parce que sinon ça faisait un peu gros dégueulasse qui parle de cul, alors qu'une femme c'est plus sensible, donc il y a quand même des clichés par rapport à ça, mais c'est une bonne chose qu'on essaie d'intégrer et d'inclure les femmes plus dans ce domaine-là. Alors en fait souvent les compagnies sextech elles ont du mal à trouver des financements et à trouver une bonne façon de faire leur publicité. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'investisseurs qui sont assez réticents dans le fait d'investir dans les compagnies sextech parce que le sexe, on ne veut pas trop y être associé, c'est sale, on n'en parle pas trop, tout le monde le fait, mais voilà, c'est un sujet qui reste encore un peu tabou comme ça. Et donc, en fait, c'est un milieu qui est essentiellement financé par le crowdfunding, le bouche à oreille ou des investisseurs qui sont un peu moins frileux et qui acceptent vraiment d'investir là-dedans. Et alors, elles ont, lors de cette conférence, qui s'est passée en 2016, mais qui est toujours très très actuelle, mis en avant 5 points importants, alors, avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Elles disent que donc, le problème, ce n'est pas le porno, mais la stigmatisation sexuelle. Il faut savoir que même en 2018, des millions de gens en fait, n'ont pas accès à l'éducation sexuelle, n'en parlent pas dans leur famille, c'est un sujet qui est tabou. Et en fait, leur seule forme d'éducation sexuelle, c'est le porno. Donc pour eux, le porno, c'est la réalité. Sauf que c'est pas vrai. Et ils n'ont aucune idée de ce que c'est le sexe réel. Donc ça, c'est un problème. Et puis, la deuxième chose, c'est créer le marché que vous voulez voir dans le monde. Il y a une de ces 3 entrepreneuses qui, elle trouvait qu'il n'y avait pas assez d'espace accueillant, justement, pour que les femmes puissent aller dans un love shop, chercher un sextoy. Elle tombait que sur des vieux sex shops glauques, avec des poupées gonflables en plastique, et enfin voilà, vraiment des trucs avec des néons roses clignotants, vraiment le bon cliché. Et donc, elle, c'est pour ça qu'elle a décidé vraiment de créer sa ligne de sextoy par les femmes, pour les femmes. C'est un peu cette idée justement de l'entrepreneuriat, de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse, mais de vraiment avancer dans cette thématique-là. Nous avons besoin d'un nouveau vocabulaire pour le sexe. Alors, le vocabulaire qu'on utilise pour parler de sexe est en général socialement peu accepté, et souvent quand même parfois violent ou dégradant à l'encontre des femmes. Allez voir les hashtags qu'on utilise quand on va sur un site porno, enfin voilà, c'est toujours, il y a quand même des trucs qui sont généralement de cette façon-là. Donc, ce qui fait aussi c'est difficile d'en parler parce que c'est vrai que certains mots peuvent paraître crus, on les utilise pas souvent, on les entend pas souvent. Et donc, c'est vraiment une nécessité de vraiment redéfinir ça, ou alors de juste se dire que ce sont juste des mots et que ça n'a rien de choquant. Trop d'entreprises profitent de la honte des femmes. Alors en fait, c'est aussi une de ces 3 entrepreneuses qui s'est rendue compte qu'elle travaille dans l'électronique grand public, et elle s'est rendue compte que
les sextoys féminins arrivaient souvent sans notice, coûtaient très cher, le service après-vente était vraiment tout pourri, parce qu'en fait, les entreprises qui étaient souvent dirigées par des hommes, comptaient sur le fait que voilà, la nana a acheté un sextoy, il fonctionne plus, du coup c'est un peu honteux, du coup on l'a peut-être acheté dans un sex shop bien glauque au coin de la rue, et elle va pas oser aller trouver le mec pour dire que son sextoy ne fonctionne plus. Donc ça c'est aussi un souci. Et alors les valeurs sexuelles doivent être enseignées dès le plus jeune âge. Oui, ça a été prouvé que une des façons de démystifier le sexe, c'était d'en parler dès le plus jeune âge, de faire de l'éducation sexuelle et pas seulement de parler des IST et de comment éviter une grossesse, mais aussi parler du sexe de façon saine, de l'inclure vraiment dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait tous, qu'on vit tous, et de vraiment l'inclure de façon saine et d'en parler, pas seulement pour expliquer comment mettre un préservatif et comment prendre la pilule. Et je terminerai là-dessus. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que la sexualité joue un rôle essentiel dans l'interaction humaine, c'est assez clair. Parce que ces technologies émergentes peuvent nous aider à en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur comment communiquer avec les autres. Ces technologies offriront des opportunités d'épanouissement sexuel qui n'existaient pas jusque-là. Donc, comme je disais, pour des gens solitaires, des personnes handicapées et ce genre de choses, c'est important parce que ça va vraiment ouvrir plein de possibilités. Et puis, si on lui donne plus de visibilité, ça permettra de participer à la création d'un avenir sexuel positif et inclusif. Merci de m'avoir écouté. Et je pense qu'on va rejoindre Christelle de Be Sensory.